Lecture du CTMU ou modèle théorique cognitif de l'univers par Christopher Langan. Christopher Langan, c'est un Américain qui, très jeune, a eu des intérêts pour les théories de langage et théories physiques. Il a été videur dans des boîtes de nuit, il a eu beaucoup d'emplois manuels et il a notamment reçu des évaluations de quotient intellectuel très élevées, de 200 de QI, qui ont fait que les médias l'ont présenté comme l'homme le plus intelligent du monde ou des États-Unis, et il s'est fait remarquer par son profil atypique. Et donc, certaines personnes ont commenté pourquoi il ne s'est pas intégré dans le monde des universités ou dans diverses institutions dans lesquelles il pourrait faire partie d'après ses intérêts et d'après ses capacités intellectuelles. Et en tout cas, en 2002, il publie son CTMU, qui est sa théorie de ce qu'est la réalité. Et donc, c'est des réponses qui sont originale. La réalité est télique, elle est guidée par du sens. Beaucoup de concepts sont étendus et donnent la place à une interprétation logique de Dieu qui est selon lui la façon d'identifier Dieu, même dans les religions monothéistes principales, soit celui comment on comprend Dieu, c'est avec la structure logique de son CTMU. Donc c'est quelque chose, un projet qui est vraiment le cœur de ses travaux intellectuels, et je suis familier avec ces documents, plutôt en langue originale, aussi avec les autres publications qu'il a publiées au cours de son exploration intellectuelle. Là, il s'agit de faire une lecture de son CTMU en français euh, pour se familiariser avec ce document clé, la publication clé de Christopher Langan, et aussi pour se familiariser en français. Donc on a déjà lu le résumé et l'introduction. Là, c'est théorie, modèle et fausse dichotomie. Il est devenu presque embarrassant de faire remarquer que la science est en état de crise, non pas parce que c'est erroné, mais parce que c'est devenu un cliché trop souvent accompagné de peu ou pas d'éclaircissements correcteurs. Malgré toutes les réalisations magnifiques de la science, ses ambitions grandioses ont réussi depuis longtemps à éprouver ses modèles traditionnels et ses principes d'organisation, au-delà de leurs limites explicatives. À la recherche d'explications toujours plus profondes et plus larges, la science a atteint le point où elle ne peut plus nier l'existence de difficultés conceptuelles insolubles, conduisant aux insuffisances explicatives de ces modèles conceptuels fondamentaux de la réalité. Cela a engendré une nouvelle discipline connue sous le nom de théorie de la réalité, l'étude de la nature de la réalité dans son sens le plus large. L'objectif général de la théorie de la réalité est de fournir de nouveaux modèles et de nouveaux paradigmes au terme desquels la réalité peut être comprise. La consistance de la science est restaurée à mesure qu'elle s'approfondit et élargit son étendue. Donc le CTMU, c'est vraiment une théorie de la réalité. Donc là, Langan introduit pourquoi il y a besoin, pourquoi elle est opportune, cette théorie de la réalité, parce que la science se confronte à des limites. Je pense que les limites classiques, c'est la différence entre les théories quantiques qui s'appliquent au niveau microscopique et les théories de la relativité générale qui expliquent plutôt la cosmologie macroscopique. Donc les deux ne traitent pas des mêmes objets fondamentaux, mais les deux ont des prédictions très puissantes, c'est ce qui fait qu'il y a une coupure dans la science, et ce genre de coupure, c'est ce qui demande une théorie de la réalité qui va réconcilier les deux parties, ou toutes les disciplines qui tendent à s'isoler de la science, euh, et leur donner le champ d'application général dans lequel les différents aspects peuvent être compris. Le CTMU se présente comme cette théorie qui permet l'interprétation de tous les résultats très puissants de la science. Et le CTMU ne se présente pas comme un bloqueur aussi. Christopher Langan parle que la science va continuer à s'approfondir, à élargir son étendue. Donc il veut juste lui donner une graine qui va permettre ensuite de fleurir avec un sol qui est clair, avec une fondation. Donc on va donner une fondation à la théorie de la réalité que chaque discipline cherche à décrire. La théorie de la réalité dominante compte parmi ses foyers les plus chauds l'interprétation de la théorie quantique et sa réconciliation avec la physique classique, l'étude de la conscience subjective et ses relations avec la réalité matérielle objective, la réconciliation entre sciences et mathématiques, la théorie de la complexité, la cosmologie et les branches connexes de sciences, mathématiques, philosophie et théologie. Mais dans un sens intégré, elle est actuellement dans un mode exploratoire, occupé à la recherche d'un cadre conceptuel général dans lequel développer une théorie et un modèle de réalité plus spécifique, capable de résoudre les paradoxes et les inconsistances conceptuelles qui affectent ces
différents domaines d'intérêt, où un modèle est techniquement défini comme une interprétation valide d'une théorie dans son univers de référence. Donc, plus que la théorie quantique et la physique classique, le CTMU, ça reste aussi au problème de la- l'aspect subjectif de la réalité, la conscience subjective, et la réalité plus objective, dans laquelle il y a des données de base, des objets physiques qui vont expliquer l'évolution du monde. Donc, il y a les deux aspects qu'il s'agit de réconcilier. La science et mathématiques. Pourquoi les mathématiques s'appliquent à la science? Pourquoi ces modèles vraiment s'intègrent dans les objets? Et qu'est-ce qui supporte qu'un atome physique réponde à des lois mathématiques? C'est aussi un sujet auquel va traiter le CTMU. Et donc, ça a des implications de philosophie et théologie, parce que quand on explique la réalité en général, bah, on a des points, des définitions de ce qu'est réel. Donc, c'est un document qui est très général sur les diverses disciplines de recherche. Et donc, son modèle se définit comme une interprétation valide d'une théorie dans son univers de référence. Donc, la théorie va être une façon linguistique de décrire vraiment comment une structure peut s'organiser. L'univers de référence est l'univers décrit, donc c'est la réalité elle-même, l'univers de ce qui existe. Donc il y a une théorie de comment l'univers fonctionne. Et donc le modèle, c'est une interprétation valide d'une théorie. Donc vous avez la théorie de comment l'univers fonctionne, et le modèle va modéliser l'univers de référence de façon consistante avec la théorie. Donc la théorie va devenir vraiment implémentée dans l'univers à travers le modèle. Voilà. Et donc le CTMU se présente comme un langage qui va permettre à la théorie, l'univers et au modèle de fusionner. C'est ainsi que la réalité va pouvoir vraiment émerger en tant que théorie indépendante et capable de s'expliquer elle-même, parce que la théorie, la réalité va devoir donc comment s'expliquer elle-même, et c'est avec ces notions de convergence univers, théorie, modèle, le CTMU va pouvoir se développer par la suite. En raison de la portée universelle de la théorie de la réalité, elle est sujette à des exigences uniques et rarement reconnues. Par exemple, puisqu'il s'agit par définition d'une théorie universelle de tout ce qui était réel, elle doit par définition contenir ses règles d'interprétation du monde réel. C'est-à-dire que la théorie de la réalité doit contenir son propre modèle et lui affecter sa propre cartographie auto-interprétative. Et elle doit se conformer aux implications de cette exigence. Cette capacité d'automodélisation est un critère principal du cadre requis. Voilà, donc, puisque la réalité, c'est le concept le plus général de ce qui va connu, de ce qui va exister, même le modèle de la réalité va devoir appartenir à la réalité, donc il y a un besoin d'automodélisation, de réflexivité de cette théorie qu'on cherche à définir, qui va permettre de lier toutes les disciplines de la science, de la philosophie et avec des implications théologiques. Donc les rangs des théoriciens de la réalité incluent des chercheurs de presque toutes les disciplines scientifiques. Au fur et à mesure que les sciences physiques se sont investies davantage dans une vision quantique mécanique de la réalité et que la science en général est devenue plus éprise, dépendant de la simulation sur ordinateur en tant qu'outil expérimental, le modèle de continuum traditionnel des physiques classiques a progressivement perdu du terrain au profit des nouvelles classes de modèles pour lesquels les concepts d'information et de calcul sont essentiels. Appelés modèles discrets, ils décrivent la réalité en termes de bits, quanta, événements quantiques, opérations de calcul et unités discrètes récursivement liées. Alors que les modèles de continuum sont basés sur la notion de continuum, un tout extensible unifié avec un ou plusieurs paramètres de distance pouvant être subdivisé à l'infini de manière à ce que deux points distincts soient séparés par un nombre infini de points intermédiaires, les modèles discrets se distinguent par une reconnaissance réaliste du fait qu'il est impossible de décrire ou de définir un changement ou une séparation d'une manière qui n'implique pas un saut fini soudain dans un paramètre. Là, on étudie un autre aspect des points de divergence de théorie de la réalité avec les visions classiques où il y a un espace continu, des grandeurs continues qui vont évoluer dans cet espace, qui sont les modèles classiques du continuum, dans lequel les changements peuvent être compris avec des équations différentielles qui font que toutes les quantités vraiment émergent avec des gradients, vraiment des continuums de quantités qui vont évoluer et expliquer la réalité qui nous entoure. Et l'opposé de ça est les modèles discrets, qui sont les modèles quantiques. Donc,
les, non seulement au niveau physique avec les quantas, les photons, toutes les quantités qui vont se quantifier de façon discrète ou s'émettre de façon discrète, mais non seulement ça, mais aussi les événements quantiques. Donc, euh, quand on a une onde, quand on envoie donc, de la lumière dans deux fentes, il peut y avoir des patterns d'interférence avec l'expérience des fentes Young, si je ne me trompe pas. Et s'il y a une observation du photon, le photon va passer simplement dans une des fentes et ne plus créer des figures d'interférence sur l'écran derrière les deux fentes. Et donc, ce sont des exemples d'événements quantiques discrets dans lesquels soit ça se passe, soit ça se passe pas, et qu'il y a vraiment, il n'y a pas une évolution continue de la quantité, mais c'est une évolution avec un saut soudain qui est de détermination. Et donc, il y a ces deux modèles qui sont en compétition, qui sont en complémentarité pour la description du monde. Malheureusement, les avantages des modèles discrets, qui font l'objet d'une attention de plus en plus sérieuse de la part des comités scientifiques et philosophiques, sont contrebalancés par certaines lacunes fondamentales. Non seulement ils présentent des modèles de mise à l'échelle et de non-localité associés à leur matériel d'affichage, mais ils sont inadéquats, à eux seuls, pour générer l'infrastructure conceptuelle nécessaire pour expliquer le support, le périphérique ou le tableau dans lequel ils évoluent, ou leurs états initiaux et la programmation de transition d'état. De plus, ils restent ancrés dans le matérialisme, l'objectivisme et le dualisme cartésien, qui se sont tous révélés être des obstacles au développement d'une explication complète de la réalité. Le matérialisme exclut arbitrairement la possibilité que la réalité ait un aspect non matériel significatif. L'objectivisme exclut arbitrairement la possibilité que la réalité ait un aspect subjectif significatif. Et bien que le dualisme cartésien n'exclut techniquement aucun des deux, il nie arbitrairement que les aspects mentaux et matériels, ou subjectifs et objectifs, de la réalité partagent une substance commune. Plusieurs concepts qui sont introduits ici. Donc les modèles discrets qui peuvent être compris avec des mouvements soudains, des capacités de faire intégrer l'observation du photon de façon discrète, ou de faire évoluer de façon discrète avec des bits et des quantas l'évolution de la réalité. Les problèmes émergent quand on fait mise à l'échelle, donc quand on veut expliquer de façon macroscopique la cosmologie. Donc ça, c'est la critique classique de l'incompatibilité de la relativité générale avec les théories quantiques. Mais il y a aussi le problème du support, du périphérique. Donc si vous avez des modèles discrets qui expliquent par calcul comment les choses évoluent, souvent vous avez besoin d'un support physique que vous expliquez de manière discrète. C'est-à-dire que vous avez besoin de câbles sur vos ordinateurs, vous avez besoin d'un espace continu dans lequel ranger les quantités qui vont évoluer de manière discrète. Même la fonction d'onde en théorie quantique, elle se décrit avec une distribution de probabilité qui va être continue. Donc, même si vous voulez expliquer de la réalité de manière discrète, computationnelle, vous avez des entités qui sont définies sur des supports continus pour le faire. Donc, c'est difficile de réduire la réalité à des modèles discrets parce que des entités en fait sont définies sur des façons continues ou qu'on prend à l'échelle et qu'on met de façon macroscopique, on retrouve des modèles continus qui expliquent l'évolution de la réalité. Et au-delà de ça, il y a aussi comment est-ce que ces modèles continus ont des lois de transition ou leurs états initiaux. C'est aussi un mystère. Comment est-ce qu'ils se génèrent, comment ils apparaissent dans la réalité. C'est aussi quelque chose dans lequel les modèles classiques ont des difficultés à répondre. Donc, le fait que ces modèles discrets et computationnels restent souvent ancrés dans un matérialisme où tout est physique, on reste aussi dans une théorie de la réalité qui exclut le subjectivisme par rapport à l'objectivisme. Donc toute l'expérience subjective de la réalité devient un angle mort, alors que c'est aussi quelque chose que Langan considère comme quelque chose qui existe, qui fait partie de la théorie de la réalité. Et donc il faut expliquer le subjectif de manière convaincante en union avec l'objectif. Les obstacles au développement d'une explication complète de la réalité, je pense que ça se dévoile notamment avec les théories quantiques qui ont besoin de concepts
d'observation, du subjectivisme, pour expliquer même les atomes physiques de façon quantique quand ils évoluent. Il y a besoin d'une subjectivité qui s'intègre dedans. Donc, le dualisme cartésien qui dit qu'il y a les lois physiques d'un côté, puis il y a l'âme et le théâtre cartésien de l'autre, est un obstacle à expliquer la réalité, puisque en fait la réalité mixe les deux aspects avec à la fois le subjectif et l'objectif qui explique l'évolution de la réalité et donc la théorie de la réalité aussi. On pourrait presque avoir l'impression que les deux seuls choix possibles sont le modèle classique, auquel la théorie quantique a été fixée avec à peu près le même degré de cohérence que les bois sur un lièvre, et les nouveaux modèles discrets, qui se veulent plus alignés avec la théorie quantique, mais échouent sur le bas-côté de la route vers un nouveau type de cosmologie quantique qui semble promettre de façon insolite. Là, il critique les deux approches de réduire la réalité à la théorie quantique, ou le modèle classique sur les théories quantiques. Ces deux choses ont été faites de façon très approximative, selon Gann. Car de telles affirmations présentent une ironie évidente. La réalité classique est précisément celle sur laquelle sont définies l'information et le calcul. Or, comme la réalité classique elle-même, une entité bien définie, incapable de rendre compte de sa propre genèse, l'information et le calcul sont des aspects bien définis et non autogénératifs de la réalité, telle qu'elle se présente observationnellement à nous, à un stade avancé de son existence. Ils invitent donc aux mêmes questions que la réalité classique. Comment et par quoi ont-ils été définis et générés à l'origine? Sans une réponse à cette question, on ne gagne pas grand-chose à remplacer une sorte de réalité par l'autre. Donc la réalité classique, elle ne répond pas à sa propre genèse parce qu'elle a un sens du temps qui va du passé au futur et qui, par conservation des lois, retourne au Big Bang dans lequel, au moment en fait, de la genèse, les lois n'expliquent plus la réalité. Donc on réduit la réalité classique à ces lois et on les fait dérouler du passé vers le futur, et ça nous amène au Big Bang qui n'explique plus sa propre genèse. Donc là, on a un nouvel aspect de la critique. Non seulement fonctionnellement, la théorie classique ne répond pas, mais aussi en termes de genèse, de pourquoi cette réalité classique est telle qu'elle est, comment elle émerge. Il y a aussi des limites. L'information, elle calcule aussi des calculs déterministes d'un état à l'autre. Dans notre stade avancé d'existence de la réalité, où on peut observer toutes ces lois, l'information et le calcul, par eux seuls aussi, ne sont pas suffisants pour expliquer comment la réalité est telle qu'elle est aujourd'hui. La définition, la genèse doit être dans la théorie et donc ne peut pas s'appuyer seulement sur ces théories classiques ou quantiques. Et donc c'est pourquoi Langan va prendre une autre route qui est ce qui est le CTMU. Certains ont peut-être ressenti, alors qu'ils regardaient l'histoire des grandes théories et des nouveaux paradigmes se dérouler ces dernières années, comme s'ils étaient obligés de regarder la même série ou de lire le même roman, 1000 fois en succession fastidieuse, sans rien de plus qu'une révision mineure occasionnelle de l'intrigue ou des personnages. Cependant, il y a une troisième alternative qui est jusqu'ici restée en arrière-plan. Elle fournit exactement ce qui est requis à la lumière de toute thèse et antithèse, une synthèse. Cette synthèse donne une nouvelle classe de modèles, préservant les meilleures caractéristiques de la thèse et de l'antithèse, le continuum et le quantum, en les unissant par le biais de principes plutôt évidents. Et ça, je crois que c'est une coquille de traduction française. En original, c'est en les unissant de préférence par le biais de principes self-evident, donc qui s'expliquent par eux-mêmes. Le message, c'est plutôt de dire la synthèse entre les modèles continus et discontinus, entre les modèles objectifs et subjectifs, vont se faire sur des bases qui sont de préférence, qui s'expliquent eux-mêmes, qui sont évidents, par des principes qui, parce qu'ils sont évidents, permettent d'être cette graine tautologique qui vont être les conditions initiales de l'investigation intellectuelle. La théorie de Langan est très moderne par le fait qu'elle va s'inspirer des problèmes vraiment contemporains de la théorie de la réalité pour poser les bonnes questions, mais il cherche à les expliquer avec des théories logiques, donc qui ne vont pas être contraintes par les problèmes d'exhaustivité qu'il y a derrière la méthodologie scientifique. On ne peut pas décrire les conditions générales de la réalité parce que toutes les théories scientifiques doivent être falsifiables, et donc la réalité, puisqu'elle est partout réalité, n'est pas falsifiable. Faire une expérience sur la théorie de la réalité, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire en définissant d'une expérimentation d'une perception particulière. Langan va prendre en compte ces modèles contemporains, mais va poser des questions de façon plus fondamentale, avec une approche
d'induction logique, donc de partir de premiers principes, donc comme Descartes part du cogito ergo sum, je pense donc je suis. C'est une démarche qui n'est pas une expérience falsifiable dans un laboratoire physique. C'est une démarche qui va être intellectuelle sur la structure même de la connaissance, sur la structure même de la conscience. Langan va partir là-dessus. C'est pour ça qu'il y a des principes qui s'expliquent quand même, donc de self-evidence, de préférence. Et c'est à partir de cette méthodologie rationnelle qu'il va essayer de faire cette synthèse entre l'objectif et le subjectif, qui va essayer de passer au-delà du dualisme cartésien et au-delà des divergences qu'il y a entre les modèles discrets et quantiques, sachant que le CTMU va vraiment utiliser les modèles discrets et computationnels pour modéliser les processus généraux cognitifs de la réalité qui vont intégrer le continu par interpolation. Donc il y aura un travail de définition même des processus fondamentaux de la réalité à travers ces deux types de modèles. Donc cet article présente cette nouvelle classe à travers un seul exemple, le modèle théorique cognitif de l'univers. Si on devait résumer cette partie, ce document c'est une théorie de la réalité, c'est le cadre général dans lequel les théories scientifiques vont être interprétées pour donner une fondation à la science qui n'est pas une relation qui fige la science, et on s'attend à ce que la science s'approfondisse et s'étende, mais à partir de cette graine qui est capable d'interpréter les résultats dans un cadre commun. Et voilà, une nouvelle théorie doit aussi être réinterprétée dans ce cadre pour faire partie d'une théorie valide de la réalité, parce que cette théorie de la réalité va faire l'effort de comprendre quels sont les critères pour avoir cette théorie de la réalité qui va pouvoir expliquer ces différents modèles. Donc, un modèle qui expliquerait que tout est continu, par exemple, avec cette théorie de la réalité de Langan qui va aller au-delà de ça, va pouvoir dire que ça ne fait pas partie de la théorie de la réalité. Donc, la théorie de la réalité va être un point de départ qui n'est pas figé, qui est donc une graine. C'est une théorie, c'est un modèle qui va lier cette théorie à l'univers, qui va être la réalité elle-même. Donc c'est un modèle très particulier, un modèle avec convergence de l'univers, de la théorie et du modèle. Donc Langan explique qu'on va devoir, pour retrouver une connaissance qui a une consistance entre les disciplines, on va devoir passer au-dessus de ces théories purement computationnelles ou purement classiques et continues. Et son CTMU, c'est le meilleur modèle. C'est un modèle qui va réaliser ce projet-là, de fonder cette théorie au-dessus des limitations, des différents points qui sont développés au moment où il publie son CTMU en 2002. Et donc voilà. Il n'y a pas seulement le travail de synthèse d'une thèse et antithèse, mais c'est aussi un travail ambitieux de théorie de la réalité en général, donc le modèle le plus général de ce qui est réel, de ce qui existe, de ce qui est connu, et une théorie de la réalité qui va aussi s'attacher à comprendre comment les lois sont définies et générées à l'origine, donc également une cosmogonie de l'univers, parce que c'est une entreprise très générale de définition de ce qui existe et de ce qu'on connaît. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions ou des remarques sur le contenu, n'hésitez pas à les poster en commentaire et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo.